commencer, un petit rappel au sujet de l'ARPAL. C'est l'association qui a pour but de promouvoir l'architecture et la culture au sein de l'école, par le biais d'expositions, de références, de visites, de voyages et évidemment de conférences. Et on a donc l'honneur ce soir d'accueillir l'architecte et urbaniste, Monsieur Philippe Madec. Je me permets de vous présenter, si vous le voulez bien. Architecte, urbaniste et écrivain, vous êtes diplômé de l'école de l'ENSA de Paris-la-Villette, pionnier de l'architecture durable, en France. Vous fondez votre agence Atelier Philippe Madec en 1989, devenu APM et associé en 2022, puis associé en 2025. Vous développez depuis plus de 30 ans une pratique engagée en faveur de l'écologie, de la sobriété et du bien commun. Votre travail mené à différentes échelles, du logement à l'aménagement du territoire, explore la manière de bâtir autrement, dans le respect des ressources, des lieux et des habitants. Lauréat de nombreux prix, vous êtes également co-initiateur du manifeste Une frugalité heureuse et créative, que vous signez en 2018 avec Dominique Gauzin-Muller et Alain Bornarel. Ce manifeste est un appel à repenser la manière de concevoir et construire dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'ingénierie. Donc aujourd'hui, vous allez nous présenter votre parcours et votre réflexion autour de l'invention de l'architecture frugale, une pratique fondée sur la responsabilité, la durée et la relation sensible au monde. Merci pour votre attention, je vous laisse la parole et bonne conférence à tous. Si ça y est, tout arrive. Bonsoir, vraiment, merci beaucoup d'être là. J'ai un lien particulier avec l'école de Montpellier, mais ça vous le savez plus ou moins les uns et les autres. J'ai arrêté d'enseigner de manière traditionnelle. Bon, j'ai arrêté d'être professeur, on va dire. Alors, on n'arrête jamais d'être professeur, hein, entendons-nous bien, même à la retraite. Et le seul endroit où j'enseigne, c'est à La Réunion. La Réunion, qui a des liens historiques et fondateurs avec l'école de Montpellier. Et aujourd'hui, c'est la 21e école d'architecture en France. Ça n'est pas rien, la première dans l'océan Indien. Et si ça devient une école du paysage, ce sera la première école d'enseignement du paysage de tout l'océan Indien. Donc voilà, cette école a tout mon cœur, tout mon engagement. Et je suis ravi d'être ici aussi dans ce lien entre cette école mère et cette 21e école de La Réunion. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à votre association d'étudiants de m'avoir invité. J'espère que ce n'est pas pour ça que le directeur est assis sur un strapontin là-haut, quand même. Il y a de la place. Hein, ouais. Bien. Quand on a besoin... Alors, ça marche. Quand on a besoin de recourir à l'intelligence en France, eh bien, il n'est pas nécessaire d'aller très loin de Montpellier. Puisque cet homme-là, notre grand Edgar Morin, habite tout près d'ici. Et cet homme-là a vu beaucoup de choses avant que nous les voyions, ou en tout cas les a ressenties, les a théorisées. Et en 1980, donc vous n'étiez pas né, hein, je sais que grosso modo, tous ceux qui sont dans les écoles maintenant, même ceux qui sont en master, sont nés au XXIe siècle. Ce qui change absolument votre rapport au monde par rapport à celui que vos enseignants ont eu et que j'ai bien sûr eu. Mais il y a des gens comme Edgar Morin qui ont pressenti ce qui allait se passer. En 1981, il écrit un livre qui s'appelle « Pour sortir du XXe siècle », en 81. Et nous, on est en 2025, on n'est encore pas entré dans le XXIe siècle, à mon avis. Hein. Il y a des vrais progrès à faire de ce point de vue-là. Et Edgar Morin écrit « Le futur naît du présent ». C'est-à-dire que la première difficulté de penser le futur est la difficulté de penser le présent. L'aveuglement sur le présent nous rend ipso facto aveugles au futur. Alors, je vais vous faire comprendre deux présents. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'état du monde, parce que votre génération-là, on n'a plus besoin de lui raconter l'état du monde. Vous connaissez le monde dans lequel vous habitez. Et je vais surtout vous montrer après comment on peut faire autrement aujourd'hui. La première chose, c'est que... voilà, c'est ça. En fait, quelle est la France ?
Jusqu'à il y a peu, on disait que 54% de la population mondiale était urbaine. Ce sont les chiffres de l'ONU. Et l'INSEE, donc notre institut des statistiques en France, disait que 77,5% de la population française était urbaine. Une sacrée foutue bêtise quand même. Hein. Mais vous savez, une statistique, ça n'est jamais que la réponse à une question. Si la question est mal posée, la réponse n'est pas bonne. Et la réponse était très mal posée, puisque l'INSEE disait, pour qu'il y ait urbain, il faut qu'il y ait 2000 habitants agglomérés, sans coupure de 200 mètres. 2000 habitants agglomérés. Vous pensez que ça fait ville, 2000 habitants agglomérés? Non, bien sûr. Alors, ça a quand même donné ça. Ça a donné cette carte de la France que l'équipement, que la voiture, que le modernisme, que le XXe siècle avait imaginé, une France centralisée, celle des routes, des voitures, des pneus Michelin. Et ça a amené à penser que la France, c'était d'abord ça. Pardon, ça. À la fin du XXe siècle, au tout début du XXIe, là, quand vous apparaissez, quand vous naissez auprès de nous, on pense que la France a un avenir métropolitain. Et donc vous avez ici ce qu'on pense en France, qu'il y a un certain nombre de métropoles et le reste... Bon, c'est pas moi qui ai fait cette carte, hein, vous imaginez bien. Penser que les métropoles sont en couleur et que le reste du territoire est gris, ça n'est pas du tout ça qui est en jeu. Mais en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et c'est parce qu'on pense que les métropoles rassemblent 77,5% de la population française, on va s'intéresser aux métropoles. Et après, il y a des compétitions internationales qui rentrent là-dedans. Mais en tout cas, cette vision-là est fausse et ne correspond pas à ça. Bon, j'ai été expert de l'ONU pour un sommet qui s'appelle Habitat. Le sommet Habitat, c'est le seul sommet de l'ONU qui ne se tient que tous les 20 ans. Et c'est le seul sommet où on parle d'urbanisme et d'architecture, tous les 20 ans, de l'établissement humain. Alors que c'est notre quotidien, l'établissement humain. Et là, on n'en parle que tous les 20 ans. J'étais à Quito en 2016. Et en 2016, à Quito, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne, l'IAO et la FAO ont décidé de revoir les définitions de l'urbain. Tant cette imbécilité qui était présente en France était aussi présente dans les autres définitions de l'urbain. Je vais dire l'OCDE pour faire les choses plus rapidement. L'OCDE a été d'une intelligence infinie. Ils n'ont pas revu les définitions des pays, puisque tout ça est très culturel. Vous imaginez bien que penser l'urbain au Vanuatu n'est pas une même manière de penser l'urbain qu'en Angleterre, par exemple, ou en France. Donc ils ont gardé les définitions de l'urbain et du rural dans les pays, mais ils ont ajouté la densité au kilomètre carré. Et en ajoutant la densité au kilomètre carré, c'était fini, il n'y avait plus l'opposition urbain-rural. Terminé. Et on revenait à une notion fondamentale qui est celle des communes. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'état du monde, on ne dit plus l'urbain et le rural, on dit commune dense, commune semi-dense, commune peu dense et commune très peu dense. Et dans le semi-dense, il y a 2 semi-densités. Donc vous réalisez que d'un seul coup, on est passé de l'opposition urbain-rural, donc 2 choses, quoi, binaire, enfin c'est un peu paresseux le binaire, mais en tout cas c'était ce qui fonctionnait, à 5 possibilités d'habiter le monde. Résultat, la population mondiale n'est plus à 54% urbaine, mais à 48% urbaine. Donc, enfin, chaque fois que je dis ça, je vous dis, vous venez de quitter le monde dans lequel vous êtes entré dans cette salle, quoi. Vous êtes entré dans cette salle, on pensait que la Terre était à 54% urbanisée, et là, on sait que le portrait officiel de la Terre dit que la population mondiale est à 48% urbaine. En France, on n'est plus à 77,5% urbain, on est à 37,9% urbain. Donc, des communes denses, hein, vous vous souvenez, hein, 37,5% de communes denses. 32,8% de communes peu denses et très peu denses. Si vous voulez, on peut dire rural pour faire les choses un peu rapidement, mais ce qui veut dire que la France est un des pays les plus ruraux d'Europe, puisque la moyenne européenne, c'est 28%. Et vous allez me dire, mais il manque 33%. Oui, le semi-dense. La population qui est sur le territoire est aussi importante, grosso modo, que celle qui est dans les communes denses. Et finalement, cette répartition
de population sur l'ensemble du territoire montre à quel point il n'y a aucune échelle, il n'y a aucune densité sans intérêt. En tout cas, si on s'intéresse à l'humanité, on doit s'intéresser à toutes les façons d'habiter la Terre. Et il y en a au moins 5. Et donc, il n'y a pas que Montpellier qui est intéressant. Il n'y aura pas une métropole entre Nîmes et Montpellier, comme on a pu le penser. Il y a bien, entre Nîmes et Montpellier, du semi-dense et du très peu dense, et du très peu dense du tout. Enfin, et cette réalité-là, eh bien, il faut l'avoir en tête pour arrêter de penser, quand on est architecte, que l'ambition, c'est la même ambition qu'au XXe siècle, qui était que l'avenir serait urbain et radieux. Ça n'est pas le cas. La réalité de notre être au monde est beaucoup plus riche, et tant mieux. Parce que la plus grande richesse qu'il y ait finalement sur Terre, c'est cette diversité infinie, diversité de grands changements, de manière d'être au monde, et que finalement, être capable de regarder cette abondance finalement des conditions d'être au monde facilite l'architecture, aide l'architecture à répondre et à devenir encore plus belle. On va dire ça, c'est finalement une façon de regarder où nous sommes avec un peu plus d'ouverture d'esprit peut-être, et en se sortant d'une des données du XXe siècle que j'ai déjà évoquées. Pour les modernes, pour les modernistes, pas les modernes, pour les modernistes, l'avenir de l'humanité était urbain, mon œil. Il y a beaucoup plus de richesse aujourd'hui que l'urbain généralisé. Voilà, ça, on va dire, c'est une hypothèse heureuse, une hypothèse un peu plus compliquée, mais ça va être très court. Mais les deux vont se rasseoir. Bon, les images que vous voyez là, ce ne sont pas des images d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des images pour une dystopie. Hein. Ce sont des images de l'année dernière. Valence, c'est l'eau. Los Angeles, c'est le feu. Mayotte, c'est le vent. Le Tibet, c'est la terre. Vous savez ce que c'est, ça ? Ce sont les 4 matières essentielles de la nature naturelle. Quand elles se réveillent, quand elles sont là et qu'elles nous rappellent que finalement nous sommes liés à elles, elles montrent aussi qu'elles peuvent être dans un état qui dépasse nos capacités de résistance et que notre travail à nous, les bâtisseurs de l'établissement humain, c'est d'être capable de répondre à cette situation-là. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que bon, j'ai commencé à parler dès la fin des années 80, début des années 90, juste après le rapport Brundtland, oui, de 87. J'ai commencé à parler du développement durable, et c'était dans ces années-là, quand le GIEC arrive, puisque le GIEC est créé dans ces années-là, on a tous en tête l'idée qu'on ne va pas dépasser les plus 1,5 degrés, et surtout qu'il ne faut pas dépasser les plus 1,5 degrés pour réussir à vivre heureux sur Terre. Bon, vous le savez, on les a dépassés. Hein. On est à plus 1,6 degré, et aujourd'hui, dans les travaux qui sont menés, on a comme horizon de ne pas dépasser plus 2,8 degrés. Et si vous êtes un peu curieux, vous avez certainement lu des articles ou ont entendu à la radio des démarches qui sont menées et par l'État et par certaines villes pour s'adapter à plus 5 degrés. Niet, quoi. Jamais se mettre en tête qu'il faut répondre au plus 5 degrés, il ne faut pas y arriver. Et pour ne pas y arriver, il faut agir, et on sait agir. Et on sait agir, et c'est important que l'on puisse compter sur nous, parce que alors, bon, c'est pas la peine que vous notiez toutes ces choses-là. Le PDF, vous le recevrez, hein, il sera disponible, évidemment. Les bâtisseurs, architectes, ingénieurs, constructeurs, promoteurs, aménageurs, nous sommes responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des chiffres de l'ONU de 2018. Si vous ajoutez le transport, vous pouvez enlever 3 à 4% du transport qui est lié à l'aviation, mais vous gardez le reste, donc vous rajoutez 16%, grosso modo. Vous ajoutez ces 16% aux 40%, et vous voyez que nous sommes responsables de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Nos métiers, notre manière de concevoir la vie sur Terre et d'être ensemble. Vous savez, quand vous construisez un bâtiment en béton, vous coulez 1 tonne de béton, vous émettez une tonne de gaz à effet de serre. Pour faire un bâtiment entièrement en béton, fondation, mur, plancher,
façade, il faut 800 kg de béton armé de ciment Portland pour faire 1 mètre carré. C'est-à-dire que 1 mètre carré émet 800 kg de gaz à effet de serre. On peut faire des choix dans la vie. Hein. À l'heure actuelle, en Europe, il y a 600 000 morts par an liés à la pollution et 150 000 liés aux canicules. Donc voilà, ça nous concerne sacrément. Cette image date de 2008. Alors, en fait, en France, il y a eu un moment assez positif entre 1997 et 2007. 1997, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé la haute qualité environnementale, une procédure de construction éco-responsable. Et puis 2007, ça a été le Grenelle de l'environnement, un moment où on s'est tous réunis pour voir comment on pourrait faire en sorte que justement l'établissement humain, la fabrication des villes, l'aménagement du territoire pouvaient intégrer des enjeux environnementaux. J'ai été expert du Grenelle de l'environnement et avec une femme qui s'appelle Françoise-Hélène Jourda, qui n'est malheureusement plus avec nous aujourd'hui, mais qui était une vraie activiste très engagée et très bonne architecte. Nous avions fait le rapport initial et le rapport a produit finalement des éléments de loi, enfin je ne vais pas vous décrire toute la loi, et dans lesquels il était notamment dit qu'en 2020, tous les bâtiments neufs devaient être à énergie positive. En 2020, tous les bâtiments neufs devaient être à énergie positive, c'est dans la loi Grenelle 2. Et pour y arriver, en 2015, tous les logements devaient être passifs. On n'y est pas. Vous savez pourquoi on n'y est pas? Parce qu'il n'y a bien sûr pas eu les décrets d'application. Mais pourquoi il n'y a pas eu les décrets d'application? C'est qu'en 2008, il y a eu la crise des subprimes. Et donc tous les enjeux financiers ont été tellement lourds, quoi. On s'est mis à sauver des banques. Enfin, c'est un peu étrange, mais on s'est mis à sauver des banques, figurez-vous, avec notre propre argent. Et au lieu d'utiliser notre argent pour sauver le climat, on a sauvé des banques. En tout cas, la crise des subprimes a fait en sorte que tout ce qui était porté vers l'environnement est tombé un peu en rade. Ça a duré grosso modo de 2008 à 2015. Et depuis 2015, il y a quelque chose qui se passe qui était de l'ordre de la prise de conscience. Alors, on peut dire, et je suis d'accord, des choses pas très sympathiques du coup, j'ai oublié, j'ai du mal à dire son nom, mais bref, ça me reviendra. À partir de 2015, la Constitution a accueilli la notion de protection de l'environnement. Et petit à petit, les choses ont vraiment changé, et aussi parce que finalement, le monde a changé, le climat a changé, et le climat s'est mis à nous parler directement. On voit ce qui se passe dans la réalité. Cette photo-là, c'est une photo de 2008 qui montre des soldats américains qui regardent les puits de pétrole qui brûlent en Irak. En 2008, l'Amérique avait envahi l'Irak pour maîtriser les puits de pétrole. Enfin, la plupart des guerres contemporaines sont liées à la maîtrise des ressources naturelles. Et comme j'avais participé au Grenelle de l'environnement, je montrais cette image dès 2008 et je disais, si toutes nos architectures sont à énergie positive, nous aurions moins besoin du gaz de Poutine. Et on le voit bien, on a toujours besoin du gaz de Poutine, et pas que de ça. Et si je peux juste dire la dernière chose, puisque c'est en cours de procès à l'heure actuelle, vous voyez qui sont Lafarge, vous voyez qui est Lafarge, la société Lafarge, les fabricants de ciment. Vous savez qu'ils sont en procès à l'heure actuelle en France parce qu'ils ont donné de l'argent à Daesh pour pouvoir continuer à utiliser leur cimenterie en Libye. Ils ont été condamnés aux États-Unis, donc ils vont être condamnés chez nous. Mais comprenez bien, tous nos choix sont géopolitiques. Quand on décide de faire des architectures qui ont besoin d'énergie, on légitime le fait d'aller acheter de l'énergie ailleurs. Quand on construit en béton, on légitime d'avoir besoin de fabriquer du béton. Donc tous nos choix sont des choix portés par une éthique, vraiment portés par une éthique. Voilà, je m'arrête là. Pour ça, ça suffit, quoi. Ça suffit et ça suffit pour que, il y a 7 ans, on dise, allez, basta, on arrête tout ça. On arrête tout ça et on propose une solution d'avenir qui est capable de rassembler. En fait, avec Dominique Gozin-Muller, qui est au milieu de l'image, et Alain Bornarel, qui est un ingénieur, Dominique est architecte et auteur. Je suis sûr que vous avez plein de livres d'elle dans la bibliothèque ici. Et Alain Bornarel est ingénieur, le patron de Tribu. On décide de faire le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. On a choisi
frugalité et pas sobriété. Vous devez voir dans les informations et dans les propos des politiques, il faut être sobre, il faut utiliser moins d'énergie, il faut produire moins de gaz à effet de serre. On ne peut pas fabriquer un récit d'avenir à partir d'un mot qui est une injonction. C'est un ordre, quoi. Et un ordre ne fabrique pas la possibilité de se rassembler autour de lui. Donc nous, on n'a pas voulu d'un ordre, on n'a pas voulu d'une injonction, on a choisi frugalité parce que la frugalité est un mot positif. Frugalité, ça vient du latin frux frugis, le fruit. Et frugal, en latin, ça veut dire la récolte du fruit. Donc frugal, fruit, fructueux, c'est la même origine. Fructueux, donc une récolte est fructueuse quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Et donc tout le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de nous demander comment on peut, nous, en tant que bâtisseurs, puisque c'est en tant que bâtisseurs que nous parlons, comment nous pouvons établir une relation rassérénée, apaisée, mesurée avec la terre. Bon, j'ai produit récemment, il y a 4 ans maintenant, le livre Mieux avec moi, qui est une posture en fait qui explique cette manière de faire différemment. Elle reprend un thème qui était présent dans un livre du Club de Rome. Alors, le Club de Rome est né en 1968 et c'était le premier think tank mondial sur l'état de la planète. On l'appelle le Club de Rome parce qu'il était installé à Rome et c'était un ensemble d'universitaires, de chercheurs, de professionnels, d'industriels. Et ils ont demandé au MIT de Cambridge de faire un rapport sur l'état de la planète qui s'est appelé le rapport Meadows. Et le rapport Meadows, en français, c'est halte à la croissance, point d'interrogation. Le Club de Rome a continué à produire des rapports, dont celui-ci en 1997 qui s'appelle Facteur 4. Le sous-titre français de Facteur 4, c'est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Il n'y a pas d'autre projet d'avenir, à moins que vous en ayez un. En fait, quand on vient voir un bâtisseur, quand on vient voir un architecte, on vient le voir pourquoi ? On vient le voir pour le bonheur, on vient le voir pour le bien-être, on vient le voir pour le confort, on vient le voir pour la sécurité, on vient le voir pour du bien-être. Et par rapport aux situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas si heureuses, nous avons ce travail à faire pour amener 2 fois plus de bien-être, et nous savons que pour y arriver, nous n'avons pas autant de matière qu'au XXe siècle. Et en fait, ce travail de trouver 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources fait appel à l'innovation, à la créativité, à l'intelligence, à la joie de trouver des solutions. Et vraiment, ce qui s'offre aujourd'hui dans ce qui peut apparaître comme une difficulté est au contraire porteur d'incroyablement d'enthousiasme parce qu'il s'agit de réinventer notre façon de vivre sur Terre et de faire en sorte que l'habitabilité de la Terre soit à nouveau redonnée pour tous et surtout pour tous. Alors, comment est-ce qu'on y arrive ? Donc nous défendons 4 frugalités. Aucune de ces 4 frugalités n'est indépendante. Elles sont toutes liées. Il y en a 4, il faut agir avec les 4 ensemble. La première, c'est la frugalité en ressources. Quelle est la première ressource du monde des bâtisseurs ? Réponse, le bâti déjà là. Donc nous disons, to build or not to build, en tout cas certainement on arrête de détruire, on réhabilite en permanence, on se demande chaque fois s'il faut vraiment construire. Et vous voyez que cette question-là vient du monde des bâtisseurs, ça commence à faire passer le message qu'il y a peut-être du sens derrière cette question-là. Donc voilà, on arrête de déconstruire, on réhabilite toujours. Et l'autre frugalité en ressources, c'est quoi ? Pour réhabiliter, quels sont les matériaux qu'on utilise ? Les matériaux de réemploi, qui viennent de déconstruction sélective des bâtiments dans lesquels on travaille, le réemploi, mais aussi les matériaux biosourcés et géosourcés. Le bois, la terre, la paille, les fibres, tous ces éléments que la nature nous donne et qui sont disponibles localement. Donc voilà, la première frugalité en ressources, c'est celle-là. On fait avec ce qui est déjà là et on utilise les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. La seconde frugalité,
c'est la frugalité en technologie. Il y a une loi, mais je ne connais pas le nom de cette loi, il faudra peut-être lui donner un nom un jour. Plus un système est complexe, plus il tombe en rade. C'est une vérité. Et donc, c'est une vérité qui, malheureusement, nous empêche de vivre heureux parce que plus c'est compliqué, plus le système s'éloigne de nous. C'est-à-dire que nous ne sommes même plus, nous, capables de le réparer. Donc, on arrête d'utiliser des systèmes complexes. Donc, dans nos architectures, pas de clim. Vous verrez même pas de système de ventilation mécanique. Vous verrez ça. Et de la ventilation naturelle, comme ici. Ça, c'est le toit du pôle culturel L'Aria que j'ai fait près de Toulouse, en ventilation naturelle, en bois et en terre. Donc voilà, tous les choix sont des choix de simplification et de justesse de la ressource, de la technique utilisée. Frugalité en énergie. Alors ça vous ne le savez peut-être pas, mais c'est tout près d'ici. Hein. Ça s'appelle Viavido, c'est à Saint-Christol. Maintenant, ça s'appelle Entrevignes. Je vous montrerai 2 images de ça. Zéro énergie, là pour le coup, zéro énergie, en terre, en pierre, en bois, bref. C'est quelque chose que j'ai livré il y a maintenant 11 ans. Frugalité en énergie. La meilleure énergie, c'est celle dont on n'a pas besoin. Évidemment. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'énergie alors que l'énergie est là à disposition ? Il est facile, mais vraiment, quoi, facile. C'est un jeu, quoi. Mais vraiment, c'est un jeu. Hein, de faire des bâtiments qu'on n'a pas besoin de rafraîchir et qu'on n'a pas besoin de chauffer. Je vous montrerai comment le faire tout à l'heure, mais c'est un principe comme ça de liberté, finalement. Donc voilà, faisons des architectures qu'on n'a pas besoin de chauffer et de rafraîchir. L'isolation, ça sert à ça. Les orientations solaires, ça sert à ça. Bref, tout ça, c'est simple. 4e frugalité, c'est en territoire. Faisons avec ce qui est déjà là, y compris en termes de territoire anthropisé. Arrêtons de nous étendre, arrêtons de faire des ZAC dans tous les coins, quoi. Mais utilisons ce qui est déjà là. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai fait un travail pour la mairie de Montpellier sur le logement à venir dans Montpellier. On n'a pas gagné parce qu'on avait montré qu'il n'était pas nécessaire de faire de ZAC à Montpellier pour réussir à faire tous les logements dont ils avaient besoin. Parce qu'un travail juste intelligent sur le parcellaire montpelliérain permettait de ne pas avoir à s'étendre comme ça se fait. Donc ici, ce sont deux casernes qui, petit à petit, restent comme telles, se transforment avec un programme qui naît du fait que l'on a maintenu plus de 80% du patrimoine militaire de ces 2 casernes. Voilà. On a écrit ça en décembre 2007, on l'a rendu public en janvier 2018, et depuis, on est 17 000 dans 90 pays au monde. Plus les points sont sombres et noirs, plus il y a de signataires. Il y a des groupes d'OCO dans tous les départements et dans toutes les régions de France et de Navarre, y compris ici, évidemment. Et la réalité de notre mouvement, qui est le mouvement pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires, c'est la réalité de ce travail qui est fait sur place, où on partage comment faire, où on partage simplement ce qui est possible et ce qui n'est pas utile, ce qui gêne et ce qui ne marche pas. Et voilà, quand on se réunit une fois par an, ici c'était à Chambéry. À Chambéry, on était 500. Cette année, on était 600 en Île-de-France. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup de gens de vos âges qui sont avec nous et qui partagent cet engagement pour le fait de faire autrement. Au moment où nous étions à Chambéry, et j'imagine que vous connaissez, au moment où nous étions là, à Chambéry, et vous connaissez le site Chronique d'architecture, j'imagine que ça fait partie de ce que vous lisez gratuitement toutes les semaines. On va dire que ce n'est pas tout à fait le site qui nous préfère, et il avait lancé ce sondage. Selon vous, face aux défis climatiques planétaires, le meilleur recours est 1. La technologie, 2. La frugalité, 3. La résilience, et 4. Le sauve qui peut. Au bout d'une semaine, ils avaient la réponse de leur lecteur. La frugalité apparaissait comme la solution qui était utile pour faire face aux défis planétaires. Alors, nous ne sommes pas des politiques. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on va vous faire un plan pour 2030. Votez pour nous, on va vous faire un plan pour 2050. Quoi. Et vous verrez en 2100, on va s'en sortir. Non, on ne dit pas ça. On dit ça fait plus de 30 ans qu'on sait faire différemment.
et même plus que 30 ans qu'on sait faire différemment, et on va vous le montrer. Bon, il y a déjà nos propres travaux, mais on publie de façon très régulière des livres qui correspondent à toutes les régions de France et qui montrent des exemples magnifiques, des exemples extrêmement heureux d'une pratique frugale de l'architecture. Et là, il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Le Journal des possibles. Vous allez sur le site de la frugalité, frugalité.org, et vous pouvez télécharger le PDF et vous l'avez à disposition. Juste avant les élections présidentielles, donc il y a 5 ans maintenant, Cyril Dion vous avait demandé d'écrire un livre sur la ville frugale. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ville, urbain et commune tout à l'heure? Donc on a refusé de faire un livre sur la ville frugale pour ne pas poursuivre cette imbécile opposition urbain-rural. Et on a fait un livre sur la commune frugale. Et le sous-titre, c'est la révolution du ménagement. Notre principe est le suivant. On arrête d'administrer, on s'engage tous. On arrête de consommer, on contente. La frugalité est fructueuse quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font, c'est-à-dire quand elle contente ceux qui la font. Et donc, il faut répondre aux besoins de tous et surtout des plus démunis. On ne construit plus, on réhabilite, ce qui est aussi une action de construction, entendons-nous bien, mais en tout cas, on construit moins de neuf. Et surtout, on n'aménage plus, on ménage. C'est-à-dire que l'on prend soin, on fait attention aux vivants, on fait attention à ce qui est là, on fait attention à tout le vivant humain et non humain. Voilà, aujourd'hui, nous sommes un peu partout dans le monde, sauf en Russie, et très peu en Chine, mais nous y sommes aussi. Et surtout, il s'est passé quelque chose qui est en fait assez important et que votre génération porte. Les architectes se sont souvenus que leur travail relève du politique. Et que l'architecture, c'est pas juste formaliste, quoi. L'architecture relève du politique parce que c'est l'architecture qui fait la ville, qui fait l'urbain, qui fait l'établissement humain. C'est l'architecture qui porte, qui matérialise ces conditions d'être sur Terre. Et du coup, aujourd'hui, il y a un peu partout dans le monde des associations d'architectes qui se battent pour le climat. Et donc notre association, la Frugalité Osée Créative, appartient à cette coalition internationale. Donc, Architecten für das Klima, Architects for Future, etc., Countdown, Architects Scan. Cette coalition est en ce moment à Belém pour rappeler à quel point il est important de prendre des décisions pour le monde de la construction. Et donc, il y a une joie aussi à réaliser que finalement, les architectes retrouvent une place dans le monde de la politique, puisque la réalité de notre travail est dans ce monde-là. Alors, voilà, ça c'est le contexte théorique. Comment on y arrive? Comment on y est déjà arrivé? Puisque ça, je vais vous montrer des choses qui ne sont pas des projets, mais qui sont des réalisations. Le travail qui est à faire par nous et par vous, c'est de réhabiliter le monde déjà là. Le monde déjà là, celui de la ressource dont on a absolument besoin là, ce monde déjà là est un monde habité. On ne répare pas le monde habité sans le faire avec les gens qui l'habitent. Ce serait totalement imbécile, quoi. Vous ne dites pas à des gens, vous allez voir, faites-nous confiance, ça va être bien une fois qu'on sera passé. C'est fini, on n'y croit plus. Les architectes qui disent ça, on rit d'eux, quoi. On peut réhabiliter le monde déjà là qu'en le faisant avec ceux qui l'habitent. Bon, j'ai commencé à faire ça dès les années 91. De 91 à 2004, j'ai travaillé pendant plus de 13 ans dans un village de 900 habitants. Et à l'heure actuelle, c'est un travail que l'on fait en permanence. C'est travailler avec tous, c'est augmenter l'intelligence collective, qui est un sacré outil. Ça n'empêche pas de faire de l'archi. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter sa pertinence. Et si vous voulez un exemple d'intelligence collective indispensable, les gens que vous voyez là, ils s'appellent les Préchotins. Les Préchotins, ils sont à la Martinique les habitants de la commune du Prêcheur. La commune la plus au nord, sur la face caraïbe du Prêcheur, tout en haut. Mon atelier déplace la moitié de la population du Prêcheur.
c'est en train de se faire aussi à Miquelon, où l'ensemble du village de Miquelon va être déplacé. Et vous imaginez bien qu'on ne fait pas ce travail-là sans le faire en accord avec ces gens-là. Vous n'arrivez pas en toquant à leur porte, maintenant vous avez quitté votre maison. Ça n'a pas de sens, tout ça. Donc il y a un vrai travail de fond avec des ONG qui gèrent le stress post-traumatique, mais là ils sont avec nous dès le début pour faire en sorte que petit à petit les habitants finalement soient capables de se défaire du déni collectif, et ils y sont arrivés. Pour moi, ce sont vraiment des héros, ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont fait le choix d'endroits où ils vont aller habiter pour se préserver. On est dans des enjeux qui sont ceux de l'urbanisme, la vie et la survie. D'ailleurs, ce que j'enseigne à La Réunion, ce sont les quartiers refuges. Franchement, dans une école comme celle-ci, on devrait vous enseigner ce que c'est qu'un quartier refuge. Avec l'élévation du niveau de la mer, avec la situation de l'ensemble de l'établissement humain ici, changer le regard sur l'urbanisme et sur le bâtiment est un enjeu majeur. Et aux prêcheurs, donc qu'est-ce qu'on commence par faire? On fait un quartier refuge et on fait une école refuge pour que les enfants recueillent leurs parents quand il y a de vrais soucis. Eux sont face à houle cyclonique, élévation du niveau de la mer, tsunami, pluie ardente, liquéfaction des sols, tremblements de terre. Ils sont absolument gâtés par la situation dans laquelle ils sont, mais partout il y a des risques qui sont de très très bons outils pour penser la fabrication d'un établissement humain. Donc voilà, un petit exemple, parce que finalement ces grands propos-là, c'est dans les exemples qu'on les voit le mieux. J'ai été invité il y a 5 ans maintenant à Bordeaux pour un concours d'architecture pour faire 130 logements. Mes collègues qui ont été invités au concours sont arrivés avec leurs panneaux à zéro le jour où il fallait arriver avec les panneaux à zéro, et moi je suis avec une feuille A4. J'avais été incapable de dessiner un logement. Pourquoi? Parce que d'un côté il y avait des bars, et de l'autre il y avait, vous savez, à Bordeaux il y a ce qu'on appelle les maisons de pierre, les échoppes, qui sont ces petites maisons aujourd'hui très bourgeoises, mais qui étaient en fait offertes aux femmes des marins morts en mer. Et donc le terrain était entre les bars et ces maisons bourgeoises, et je ne savais pas ce qui se passait. Quels étaient les enjeux sociaux de ce secteur-là. Donc je suis arrivé avec une petite feuille de papier en disant, si vous nous faites confiance, le mois prochain on fait la fête des voisins, et à la fête des voisins, vous expliquez à tout le monde que c'est nous qui allons venir faire un bivouac d'1 semaine pour les rencontrer tous, et le projet ne commencera qu'après. Bon, bien sûr, si je vous en parle, c'est que le maître d'ouvrage a été assez courageux pour choisir un non-projet, une procédure. On a fait le bivouac, évidemment, on a rencontré tous les voisins, on a commencé à comprendre tout ce qui se passait comme enjeux sociaux sur ce site-là. Et puis, un mois plus tard, voilà, ça c'est le moment du bivouac. À Bordeaux, le bivouac, c'est toujours assez heureux. Il y a un très, très bon vin. Enfin, chez vous aussi. Hein. Le Pic Saint-Loup, c'est pas mal. Enfin, il n'y a pas que le Pic Saint-Loup, mais... donc, ça se passe bien. Et puis... un mois plus tard, je viens avec une maquette qui est née de l'ensemble de ce que j'ai compris de ce qui était en jeu. Bon, moi, j'adore cette image-là, je la dis toujours. C'est un peu la présentation de l'enfant dans la peinture flamande. Vous voyez, quand on présente l'enfant à la peinture flamande, vous avez les yeux comme ça, tout le monde trouve l'enfant magnifique, quoi. Et sauf qu'ici, il y a les yeux comme ça, et puis il y a une femme qui a la main sur sa bouche, quoi. Et donc là, vous vous dites, il s'est trompé. Oui. À un endroit, c'était la voisine de cette femme, qui était une femme de 90 ans qu'on n'avait pas pu voir pour le bivouac, qu'on est allé voir par la suite. On a bien sûr réparé ce qu'on avait fait qui n'était pas bon. Et les gens qui sont là sont venus déposer le permis de construire à la ville de Bordeaux avec nous pour défendre le projet. Aucun recours. Et qu'est-ce que l'intelligence collective a fait? Il ne devait y avoir ici que des bâtiments construits en bord de parcelles, pour faire une croûte urbaine. Enfin, c'était un projet d'urbain pas tellement réussi. Et il ne devait y avoir que du logement social locatif. Conclusion. Dans la maison qui est juste devant, ici, là, je ne sais pas si vous la voyez, dans la maison qui est là, on a fait le bivouac. On s'est mis d'accord pendant le temps du bivouac, et du coup, cette maison est devenue un sanctuaire. On ne pouvait plus détruire la maison. Et donc, on a gardé la maison et on y a mis des étudiants. Et puis, il y a des habitants de ces bars qui avaient changé de statut social
et qui pouvaient acheter un logement. Et il y avait des gens des maisons de pierre ici qui décohabitaient. Enfin, c'est les histoires d'une vie où on décohabite, mais on ne va pas quitter un quartier parce que dans ce quartier-là, on y a fait toute son histoire, que les enfants soient à l'école, enfin bref, tout ça. Et donc, des habitants des bars et des habitants des maisons de pierre se sont mis ensemble pour nous demander de faire de l'habitat participatif, donc d'ajouter au programme de l'habitat en accession et co-conçu avec eux. Et évidemment, c'est ce qui a été fait. Le résultat, ça c'est que la première partie, puisque la suite est en train de se faire. L'habitat participatif a été fait. Je dis toujours, pour que l'habitat participatif marche bien, il faut toujours des enfants. Ça fait le lien essentiel pour que ça marche. Donc, vous comprenez, on commence par travailler avec les gens qui sont déjà là. Ne pas le faire, c'est impensable. Et une fois qu'on a la compréhension des valeurs sociales, des valeurs culturelles, des fonctionnements liés au lieu, eh bien, on commence à réfléchir à la matière dont on va avoir besoin pour fabriquer l'établissement humain. Donc là, vous avez un certain nombre de matières qui ont été mises en œuvre par mon atelier. Elles sont toutes plutôt géosourcées ou biosourcées. Il y a quand même du béton, parce que quand on a besoin d'un peu de béton, on l'utilise dans des endroits tout à fait stratégiques. Mais tout le reste ici, c'est du matériau biosourcé, géosourcé et de réemploi. Il y en a plein. Bon. Quand on arrête d'utiliser le béton, armé de ciment Portland, quand on arrête d'utiliser les 5 à 7 matières qui ont construit le monde au XXe siècle, donc le béton armé de ciment Portland, le PVC, l'aluminium, le polyuréthane, etc., etc., donc pas grand-chose, on ouvre des coffres au trésor incroyables. Où que vous arriviez, si vous cherchez les ressources, vous êtes face à une richesse infinie, une richesse de matière et aussi une richesse de savoir-faire. Donc il y a une joie à se sortir finalement de cette dépendance au béton, ce qui est pour moi une manière d'être encore très moderne, parce que vous savez, l'émancipation, c'est une valeur moderne, quoi. Donc, et si vous n'avez pas les matériaux dont vous avez besoin, matériaux biosourcés, géosourcés ou de réemploi, vous pouvez les inventer. Je sais que l'ostréiculture n'est pas quelque chose de très éloigné de ce territoire. Moi, je suis fils d'ostréiculteur et en Bretagne, j'ai fait le musée de l'ostréiculture à l'autour du parc, qui s'appelle Ostréapolis. Et on a inventé un béton d'huître qui nous permet de faire les cheminements piéton-cycle. Donc ici, sur la droite, vous avez le béton d'huître. C'est un programme Interreg, un programme européen entre la France, l'Angleterre et la Belgique. Ici, pour protéger les plantations, on n'a pas mis du mulch, on n'a pas mis, vous savez, ces petits morceaux de bois. On a utilisé des coquilles d'huîtres pilées. Et ce que vous avez ici, qui est la façade sud, ce sont des tuiles de réemploi Cholet. Et c'était la façon de récolter le naissin auparavant dans l'ostréiculture. Bon. Donc cette architecture-là, vous ne pouvez pas la faire à 200 mètres de là, quoi. Elle est née de son site et elle utilise les matériaux et les savoir-faire de son site. On a utilisé le dernier ostréiculteur qui continue à utiliser ces systèmes de bouchots pour récupérer les huîtres. Et puis, il faut se battre. Donc, tout ça, on arrête de dire oui, monsieur. On essaie toujours de trouver des solutions différentes. Donc là, notre mouvement d'influence rose et créative a lancé une pétition pour la baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. C'est d'aujourd'hui, on est à 14 113 signatures. Et ce travail-là, en fait, est devenu une initiative citoyenne européenne. Vous savez ce que c'est qu'une initiative citoyenne européenne ? C'est une tentative de loi à laquelle on arrive quand on récupère 1 million de signatures. Donc il y a cette initiative européenne citoyenne européenne qui s'appelle House Europe. Donc vous pouvez signer, s'il vous plaît, signez là. En fait, cette initiative reprend 2 thèmes essentiels de la frugalité rose et créative. 1, on arrête de détruire. Et 2, on baisse la TVA sur les matériaux de réemploi. Donc vous voyez que ces idées-là, aujourd'hui, elles se partagent. Ce n'est pas juste un petit groupe dans son coin qui se dit on va faire comme ça. On le fait comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas fini. Vous savez, pour faire de l'architecture, il n'y a pas que les matériaux solides, quoi. Il y a les matières fluides. Et d'ailleurs, vous savez, c'est grâce à ces matières fluides qu'on est là ensemble. Hein. Les matières fluides, c'est quoi ? C'est l'air,
la lumière et la chaleur. Et elles sont naturelles. Elles sont toutes d'origine solaire, hein. Vraiment. Hein. Même le mouvement du vent est d'origine solaire, enfin, etc., etc. Et vous savez comment on récolte les matières fluides de l'architecture? On ouvre la fenêtre. C'est pas compliqué quand même. Hein. On n'a pas besoin de machines pour récupérer l'air. On n'a pas besoin de machines pour récupérer la lumière. On n'a pas besoin de machines pour fabriquer de la chaleur. On se protège, on ouvre la fenêtre quand il faut, comme il faut. Et c'est tout, quoi. Et la qualité et l'importance du travail de conception de l'espace qui est au cœur de l'architecture. L'architecture, ce n'est pas la construction. Hein. Surtout, n'y croyez jamais quand on vous dit ça. L'architecture, ce n'est pas la construction. L'architecture, c'est la fabrication des espaces censés pour y vivre et pour protéger le vivant. La fabrication de ces espaces censés naît de la conjonction des matières solides et des matières fluides. Vous le savez, enfin, vous savez bien. Si vous mettez un mur noir au soleil, ça va être insupportable. Est-ce que vous avez déjà fait la queue devant la Fondation Prada à Milan? Non? Vous n'avez pas fait la queue devant le mur peint en or, là, au soleil à midi? Donc vous voyez bien que tout ça ne marche pas. Et vous savez bien que quand on met un verre qui... Enfin bref. Donc la relation entre la matière solide et la matière fluide, c'est le travail d'architecture. Et c'est ce qui rend tout ça aussi immense, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est face à un travail qui est un travail joyeux et qui ouvre toutes les portes? Parce que justement, nous ne nous limitons pas à une structure en béton, une façade en verre et une machine qui fonctionne quand il y a de l'argent pour la faire fonctionner. Et du coup, on trouve finalement toutes les richesses qui existent dans les lieux. Alors, vous avez compris, il y a les cultures, il y a les vies, il y a les matières solides, il y a les matières liquides et fluides. Et puis, il faut un petit tour de main. Enfin, c'est comme si je vous donnais une recette de cuisine, quoi. Le tour de main, c'est le bioclimatisme. L'école d'architecture de La Réunion, quand elle a été fabriquée dans les années 80, au cœur de son enseignement, il y a le bioclimatisme, et c'est toujours comme ça. Je suis sûr qu'ici, quelqu'un vous enseigne le bioclimatisme, j'en suis persuadé. Vous savez bien, c'est quand un bâtiment puise dans son environnement tous les éléments que l'environnement lui donne gratuitement. On peut s'en protéger, on peut évidemment s'en servir. Et du coup, l'architecture n'est plus une boîte ou un objet, ça devient, par sa peau, par son contour, un espace d'échange où on échange entre l'intérieur et l'extérieur. Du coup, on pense l'architecture davantage en coupe, bien sûr en plan, mais davantage en coupe qu'en élévation, finalement. L'élévation n'est plus que la suite d'un travail sur la forme et sur les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Et comme il y a un échange entre l'intérieur et l'extérieur, et on peut le dire dans cette école, qui a d'autres défauts, mais qui a cette vraie qualité de mélanger intérieur et extérieur. Et ça, vous le vivez, j'imagine, en permanence. Donc, on est dans l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et il faut donc maîtriser les espaces extérieurs pour maîtriser l'effet d'îlot de chaleur, de telle manière qu'à l'intérieur, ce soit aussi agréable. C'est réciproque, et vous l'avez compris avec la Fondation Prada. Alors, ce petit bâtiment-là, c'est un bâtiment qui est en train d'être réalisé à Bordeaux dans le cadre du projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui du bivouac. C'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas du tout de ventilation mécanique, rien. Pas de VMC, simple flux. Pas de VMC, double flux. Pas de ventilation naturelle assistée contrôlée, simple flux ou double flux, rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le confort maximal, le silence. Ça veut dire de la lumière du jour dans toutes les pièces, dès le matin. Vous n'allez pas, en vous réveillant dans des sanitaires qui sont un placard, puis dans des salles de bain qui sont aussi des placards. Dans toutes les pièces, il y a des fenêtres. Et des entrées d'air qu'on appelle autoréglables, qui s'ouvrent ou qui se ferment en fonction de la pression du vent. La ventilation naturelle dans le logement, c'est la santé publique. Bon, santé évidemment physique, qualité de l'air, santé morale aussi. Hein. On est quand même mieux dans les espaces avec le soleil qu'avec simplement d'être dans des placards. Donc on négocie ça avec le ministère de la Santé, on négocie ça avec le ministère de l'écologie, avec le PUCA, avec le CEREMA, et on arrive à des systèmes comme ceux-ci qui fonctionnent. On pourra le visiter dans 6 mois. Alors,
un tout petit exemple, et puis après je vais vous montrer 3 exemples et j'aurai terminé ma présentation. Bon, là, vous avez peut-être compris qu'avec mon nom, je suis breton. Et tant qu'à faire du Finistère, Nord, hein, parce qu'après, c'est pas sûr que ce soit la Bretagne, le reste, mais j'exagère, mais le Finistère Nord, le pays des Abers, juste au nord de Brest, et ici, il y a une écurie du 19e siècle entièrement en ruine, et une écurie qui est dans une carrière, parce qu'elle a été construite avec la pierre de la carrière. Donc déjà, assez, du point de vue de la ressource locale, ce petit bâtiment est intéressant. Des murs de 54 cm d'épaisseur, mais une ruine totale. On l'a transformé en logement, sans chauffage, sans système de ventilation, rien. Alors comment est-ce qu'on fait en Bretagne, on va dire, parce qu'ici c'est un peu différent, on se protège, mais en Bretagne, où on a besoin de se chauffer en hiver, eh bien on fait en sorte qu'il y ait 2 heures de soleil au 21 décembre. Voilà, point barre. Et avec ça, avec une bonne isolation, avec de l'inertie mise à l'intérieur du volume, ça marche. Et donc ici, on fait... Alors, vous n'êtes pas sur des sols graniteux, donc vous ne le connaissez pas ici, mais quand il y a du granit, il y a du radon. Le radon, c'est un gaz mortel hein, qui vient du granit. Donc ici, on est dans une carrière. En plus, on vous imaginez le radon. Donc on fait un sol, un radier, qu'on va ventiler pour que le radon soit rejeté. On isole ce radier-là par ce qu'on appelle du foam glass, mais qui est fait à partir de pare-brise de voitures recyclées. On pose par-dessus une dalle, on isole la dalle avec de la laine de bois, et sur la laine de bois, on pose un parquet. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que les enfants aient froid aux pieds le matin. Vous êtes au courant de ça quand même. Que la relation à l'espace architectural est tactile. C'est essentiellement tactile. Notre relation aux matières fluides renvoie à la dimension tactile de l'espace. Donc un sol totalement isolé. À l'intérieur, on projette du béton de chanvre, donc c'est de la chènevotte et de la chaux. En plafond, on isole avec de la ouate de cellulose, et au-dessus de la ouate de cellulose, on met aussi de la laine de bois. Cette boîte dans la boîte fait qu'on n'a pas besoin d'être chauffé. Les systèmes de ventilation, on les a réglés espace par espace. Enfin, tout ça, c'est un petit travail qui demande des ingénieurs. Ce n'est pas juste l'architecte qui se dit « j'ai besoin de ça ». Il y a des calculs aussi derrière toutes ces choses-là. Et ça donne des espaces à vivre extrêmement heureux. Et un silence. En fait, vous écoutez le silence, ce qui n'est pas le cas ici ce soir. Mais en tout cas, dans cette maison, on écoute vraiment le silence. Et ça change tout. Et donc voilà ces espaces-là. Donc on peut le faire à toutes les échelles. Et donc ici, c'était cette petite maison, elle fait 100 mètres carrés en Bretagne, dans le Finistère. Ici, c'est un écoquartier qui va arriver à la photo que vous aviez vue sur l'affiche qui a été préparée par l'association. J'ai fait le premier écoquartier de Normandie dans une commune qui s'appelle Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est la dernière ville nouvelle française, tombée en ruine à la fin des 30 Glorieuses, comme on dit. Et il y a près de 80% de logements sociaux dans cette commune. On nous demande en 2008 de faire un écoquartier dans un site qui s'appelle les Noé. En fait, en vieux breton et en vieux normand, Noé, ça veut dire noyer. Et vous savez, quand on parle du nous, quand on fait de l'urbanisme, c'est pareil, quoi. Les nous, c'est là où on récupère l'eau. Et donc, comme moi, j'aime beaucoup cette phrase de Bertolt Brecht qui dit « On parle toujours de la violence du fleuve et jamais de celle des berges qui les enserrent. Je ne fais pas de berges. » Et je dis à l'eau « Eh bien, tu es là, tu viens, c'est ton territoire. » Et donc ici, on a fait en sorte que toutes les crues décennales, centenales soient acceptées et que l'on ait finalement l'eau qui est accueillie, l'eau qui est presque attendue, comme un moment assez... comme l'Aqua Alta vénitienne, mais bon, ici, c'est pas aussi touristique qu'à Venise, mais en tout cas, les eaux hautes sont appelées, elles viennent au plus proche des logements, il n'empêche que le projet fonctionne, et quand l'eau n'est plus là, c'est très beau. C'est très beau, puisque l'eau a amené ses sédiments, l'eau a amené une végétation d'espace de zones humides, et on voit à quel point cette présence de l'eau est nourricière et heureuse.
Tout ça a été réglé par des noues qui sont un peu partout. Il y a des noues plates et des noues profondes. Celle-ci, c'était une noue profonde, celle qui est là. Les enfants n'y vont pas. Celle-ci, c'est une noue plate. Les enfants jouent au foot tous les jours. Et même quand il y a de l'eau, les enfants jouent au foot parce que c'est une très grande flaque, assez heureuse. Et donc voilà, ici, c'est la noue la plus profonde avec un espace pour venir regarder les oiseaux parce qu'il y a une école qui est un tout petit peu plus loin. Donc on est en Normandie. On est dans la vallée de la Seine et en hiver, il peut faire moins 4 degrés. Ce ne sont que des logements sociaux. Il y a 100 logements sociaux, locatifs et en accession. On les a tous faits passifs. Et on a donc fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, 2 heures de soleil au 21 décembre. On fait en sorte qu'on s'assure que tous les logements récupèrent 2 heures de soleil au 21 décembre. On met des logements traversants, on isole par l'extérieur, on met de l'inertie à l'intérieur, des petites fenêtres dans les salles de bain, et on fait en sorte que le paysage alentour serve à maîtriser la qualité des espaces extérieurs pour les échanges dont je parlais tout à l'heure. Vous avez remarqué qu'on n'a pas encore eu de voiture. Parce qu'effectivement, on n'a pas dessiné une seule route dans cet écoquartier. On a utilisé la route existante pour desservir 2 poches de stationnement, 2-3 poches de stationnement en périphérie. Et donc tout le reste, c'est du cheminement où c'est bien sûr pas de l'enrobé, où c'est du stabilisé renforcé. Et chaque fois que vous voyez du paysage, c'est pas juste pour faire beau. Chaque espace de paysage, c'est une noue qui gère les crues, mais qui aussi fabrique du seuil urbain. Enfin, vous le voyez bien ici, quoi. Ici, c'est une des plus grandes noues. Juste au pied de ce petit immeuble collectif. La crèche, qui est une crèche passive aussi, est là. Lumière du jour, évidemment. Et puis, il y a une appropriation qui se fait. On a demandé à un sociologue de faire le point sur ce quartier, là, récemment, parce qu'il y a un livre qui est sorti au Moniteur sur ce quartier-là. Et il est allé voir les gens qui habitent là, ils n'ont pas demandé d'habiter dans un écoquartier. Hein. C'est pas des bobos, quoi. Voilà, c'est pour le dire un peu vite comme ça, mais c'est pas très gentil. Mais les gens qui sont là avaient besoin de logements. Point barre. Et on leur a donné des logements totalement écologiques. Et donc, on est allé leur demander, mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous habitez là ? Première chose, à la fin du mois, on n'a pas une facture d'énergie qui est équivalente à une facture de loyer. Donc, ils ont gagné dans leur vie, plus d'aisance. Deuxièmement, on n'entend pas nos voisins. La base de la paix sociale dans le logement, c'est l'isolation phonique. Donc, on parle que d'isolation là. Hein. Isolation thermique, isolation phonique. Et puis, la présence du paysage immédiatement autour des logements leur donne le sentiment d'une beauté, mais qui est la beauté issue de la nature. Et du coup, la relation entre tous les gens qui habitent là se fait de façon très harmonieuse. Et donc, vous voyez, ça joue à la pétanque, ça crée une association de poulaillers autour de poules. Ce sont les enfants des écoles qui choisissent le nom des poules. Et puis, il y a un asinobus. Vous savez ce que c'est qu'un pédibus ? Le pédibus, c'est quand on accompagne les enfants à l'école en portant les cartables des enfants. Mais les cartables des enfants sont parfois un peu lourds, donc on remplace les parents par des ânes. Et ce sont les ânes qui portent les cartables des enfants. Donc c'est ce qu'on appelle un asinobus. Et les parents n'ont pas intérêt à reprendre la voiture le jour où les ânes ne sont pas là, parce qu'ils ne sont là que 2 jours par semaine, parce que les enfants se racontent l'histoire de l'âne du jour précédent. Et donc ça a institué finalement un rapport aux autres à partir de l'animal qui fonctionne extrêmement bien. Alors en fait ici, on a réglé la question du transport, on a réglé la question de la nourriture, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une production horticole qui s'opère avec des jardins familiaux. Voilà. Les jardins familiaux sont ici, la production horticole est juste à côté. On a réglé la question de la nourriture, du transport, du logement et des biens et services, puisqu'il y a du travail qui arrive sur ce site-là. C'est la seule manière d'arriver à un bâtiment, à un projet, à une réalisation durable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réalisation durable aboutie ? C'est quand l'empreinte écologique est compensée par la biocapacité. C'est la définition de la durabilité. Il n'y a pas beaucoup de projets qui y arrivent, parce qu'on n'est pas toujours dans ces situations-là où on est capable de produire de la biocapacité, mais ça se pense au niveau des quartiers, au niveau des villes. Ce projet-là
à un équilibre à la hauteur de l'empreinte écologique que la France peut s'admettre. Donc on se dit, ben non, on sait faire ça, faisons-le partout. On ne peut pas le faire partout. Mais en plus, quand on fait ça, on dévalorise tout ce qu'il y a autour. En fait, dans cette ville nouvelle qui a été faite dans les années 80-90, les logements qui ont été réalisés n'ont évidemment pas les qualités des logements d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, bon, vous voyez, l'éco-village est ici, et ici vous avez un hameau de Maison Phoenix. Donc l'éco-village, on va dire, sans logement, l'éco-hameau de Maison Phoenix sans logement, et les Maisons Phoenix, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Des panneaux en béton de 3 cm d'épaisseur au centre, de 5 cm d'épaisseur au bord, une ossature métallique extrêmement bien dessinée, pour le coup, minimaliste, et une isolation comme on en fait dans les années 80. Donc ici, c'est aussi du logement social. Vous imaginez bien que ceux qui habitent ce logement social-là voient de l'autre côté de la rue des gens qui sont aussi comme eux au logement social, mais qui ne payent pas du tout la même chose qu'eux sont en train de payer. Le maître d'ouvrage de l'éco-hameau, de l'éco-quartier, est propriétaire de ce hameau de Maison Phoenix. Et il a l'intelligence de nous demander de réhabiliter le hameau de Maison Phoenix comme on a fait l'éco-quartier. Je dois vous dire, je ne m'attendais pas à réhabiliter un hameau de Maison Phoenix dans ma vie. J'en suis très fier, vraiment. Donc regardez bien ici. Bon, vous vous souvenez à côté, pas de voiture, de la couleur, du paysage. Donc voilà. Ici, quand on arrive, vous voyez que, vous savez ce que c'est l'article La France moche, hein. C'est vraiment ça, la France moche, quoi. Pas de trottoir, les voitures n'importe où qui se battent contre les poubelles, les boîtes à lettres et les coffrets EDF. Et vous voyez du point de vue de la couleur, presque une couleur de commissariat de police. Et donc regardez cette image et voyez la suivante. Donc voilà, ils habitent maintenant dans un univers comme celui-là. Les habitants disent, on a l'impression qu'ils ont soufflé de l'air dans les rues, tellement finalement ils ont gagné de l'espace à vivre. Évidemment, ils payent beaucoup moins de loyer qu'ils ne le faisaient avant. Et bien sûr, ils s'entendent beaucoup plus les uns avec les autres. Et ils s'entendent tellement bien entre eux dans ce quartier, alors que tous les matins, ils s'engueulaient, parce qu'il y avait forcément une voiture qui était mal garée, quoi. Toujours, quoi, tous les matins. Ils se mettent à s'entendre bien entre eux. Voilà ce que deviennent ces espaces-là. Et ils sont tellement bien ensemble que finalement, on peut dire que la réhabilitation, ça n'a pas été celle du bâti, mais ça a été la réhabilitation des habitants. Il y a eu un retour en estime qui fait qu'ils sont sortis de l'exclusion énergétique. Et en sortant de l'exclusion énergétique, ils sont retrouvés finalement, au même titre que les autres, des citoyens de la commune de Val-de-Reuil. Et donc, un jour, ils décident ensemble, les habitants de l'écoquartier et les habitants des Maisons Phoenix, ils décident ensemble de créer une association pour vivre ensemble. Moi, j'ai tourné en boucle quand j'ai vu cette photo-là. Je pense que c'est une de mes plus grandes joies d'urbaniste, d'avoir réussi à faire en sorte que ce bonheur-là soit un bonheur qui est patent, mais vraiment qui est épatant, mais aussi absolument réalisé. Voilà. Ça, c'est ce que le travail sur le humaniste, qui est au cœur de notre engagement, peut apporter comme joie réelle, quoi. Bon, ici, on va changer de sujet. Je vais le faire plus rapidement, puisqu'il n'y a pas cette ambition-là, encore que, vous allez le voir. Donc ici, c'est je ne sais pas, j'ai certainement dépassé mon temps. Allez, je continue un peu. Ça va ? On est dans le Bordelais, dans le Margaux. Et c'est le château Cantenac-Braun qui est le 4e grand cru classé de 1855. Il y a un château qui avait un hôtel, mais l'hôtel ne marche plus, et ils décident d'agrandir leur espace de production du vin. Et on fait un nouveau cuvier et un nouveau chai. Donc, bois massif, pierre massive, pisé, pas de climatisation et un chai à 15 degrés en permanence. Tous les matériaux qui ont été mis en œuvre ont été vérifiés par un laboratoire de telle manière que tout soit sain, mais totalement sain. La peinture à l'extérieur est une peinture à la farine, la peinture à l'intérieur est une peinture à l'œuf et à l'œuf. Voilà. Bref, tout est comme ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc voilà, l'extension est celle-là.
Et donc, derrière ce grand mur de pisé, qui fait plus de 4 mètres de hauteur et 70 mètres de longueur, il y a cette charpente en bois, avec du réemploi de certaines charpentes qui étaient présentes, qu'on a dû aussi changer parce qu'il y avait beaucoup d'amiante dans les projets qui étaient faits dans les années 90. Voilà les outils. La couleur rouge, elle vient de l'oxyde de fer. Voilà la peinture à la farine avec l'oxyde de fer. Voilà la recette pour faire un mur de pisé avec des bandes horizontales, mais des bandes horizontales un peu sales, pas des bandes droites. Voilà le bois massif, voilà la pierre massive et voilà les prototypes. Le résultat est celui-ci. On a mis les très grands volumes loin du château Tudor. C'est aussi un château écossais. Il y a un truc avec l'Écosse ici, je crois. Donc voilà, vous voyez ce qu'on peut faire quand on est proche de l'Écosse. On peut faire des choses très très bien. Et donc, dans ce projet-là, on a ajouté quelque chose qui est très rare dans les chais, et c'est une halle de vendange. Donc ici, au moment des vendanges, où en général, il y a juste une location d'un barnum pour protéger les ouvriers, on a fait une halle qui est plus grande qu'une halle de village pour y installer les vendanges, de telle manière qu'à la fois les ouvriers viticoles et les raisins soient protégés du soleil. À l'intérieur, on a donc pas de chauffage. Vous avez compris, ici, on est simplement dans de l'isolation, de la ventilation naturelle. Et alors, si vous avez juste le temps de regarder une structure très intelligente, vous voyez, il y a un poteau ici, là, et l'autre poteau, il est quelque part à droite et quelque part à gauche. Et en fait, ça monte petit à petit comme ça vers le haut. Donc, que de l'acier en bas, où il y a les cuves en inox, et en haut, que du bois, avec une charpente en losange qui nous permet à la fois d'avoir de grandes portées et aussi d'avoir une magnifique lumière. Tous les tympans sont vitrés. Donc ici, dans cet espace-là, on est dans l'espace du travail, dans l'espace de ceux qui bossent, et on est dans la lumière du jour. Voilà. Avec des cuves élévatrices, qui fait qu'il n'y a pas de pompe qui amène le vin d'une cuve à une autre. La première fois qu'ils ont fait marcher les cuves élévatrices, j'ai vu un sourire incroyable apparaître sur leur visage. Ils venaient de réaliser qu'ils avaient changé d'endroit de travail et qu'ils n'allaient plus être dans le bruit des pompes en permanence. Donc ça, c'est la lumière du jour, le travail, le temps des hommes. Et de l'autre côté d'un mur de bois et de pierre, dans un cheminement que l'on a fait long et dans une petite lumière, on les habitue à passer de la lumière du jour à la lumière à la pénombre pour arriver dans ce chai. Donc alors ici, le chai n'est pas enterré, puisqu'on a une nappe phréatique qui est tellement haute qu'on ne pouvait pas mettre le vin. Donc on a une charpente très haute pour que s'il y a une différence de température, elle parte très très haut. Ici, pas de climatisation, juste un puits climatique. Avant, on disait puits canadien, et puis après, on disait oui, mais c'est puits provençal, donc maintenant on règle le problème en disant puits climatique, et c'est bon. Et donc sur des compas qui sont un peu un clin d'œil à Monsieur Prouvé, n'est-ce pas ? Il y a une charpente en bois et une lumière qui est très filtrée. Donc ça, c'est la lumière de tous les jours, le temps long du vin. Et quand il y a le temps du travail, ici, c'est cette charpente-là. Alors, Fibonacci, ça vous dit quelque chose ? Ouais. Le nombre d'heures, ça vous dit quelque chose ? Et donc là, c'est une double suite de Fibonacci sur la base du nombre d'heures, qui fait que plus on monte, plus les pièces de bois se réduisent, de telle manière que quand on arrive Donc, ça n'est que des pièces droites, du bois massif épais. Et donc, la courbe arrive simplement parce que la réduction progressive du bois amène à cet effet de courbe. À l'extérieur, c'est comme ça. Je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes, mais on a eu du mal à avoir une ligne mal faite. Le piseur voulait vraiment faire des belles lignes très droites, quoi. Et puis un jour, il a compris qu'il était capable de faire des belles lignes mal faites. Et voilà ce que ça donne. Voilà quelques détails. Le mur extérieur, celui-là. Donc, la pierre massive fait 50 cm d'épaisseur, le mur de pisé fait 50 cm d'épaisseur, l'isolation intérieure sont 2 épaisseurs de liège de 10 cm chacun, et puis un vide de 5 cm, puis un bardage intérieur en BTC de 20 cm. Donc on a un mur d'à peu près 1 mètre, 95-96,
qui nous amène une inertie qui fait qu'on règle tous nos enjeux comme ça, très simplement. Et à la fin, hop, retour à la lumière du jour. Parce que vous ne pouvez pas déguster un vin si vous ne le voyez pas, si vous ne voyez pas sa couleur dans la lumière du jour. Donc là, on est dans la lumière du jour et hop, face à des vignes à l'horizon, quoi. Allez, on va finir avec Paris et c'est bon, je m'arrête. Réhabilitation. Comme ça, on boucle la boucle de la réhabilitation. À Paris, dans le 19e arrondissement, c'est la dernière grande médiathèque de la ville de Paris. Le 19e n'en avait pas. C'est la réhabilitation d'un lycée hôtelier. Donc ici, on est à la place des Fêtes, qui avait été bien détruite dans les années 60, 70, 81. Donc ici, vous avez un lycée hôtelier qui était fait d'une architecture qu'on dit, enfin maintenant on dit brutaliste, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais c'est une architecture brutaliste, préfabriquée, construite par des entreprises françaises dans les années 70, donc très très bien préfabriquée. C'était le grand savoir-faire français de l'époque. Et dans la consultation, on nous demande qu'est-ce que vous faites de ça. Donc nous on dit on garde tout. On garde tout, on garde les deux bâtiments et on vient rajouter un élément qui fait du lien entre ici une médiathèque et là une maison des réfugiés. C'est le premier programme au monde qui associe culture et maison des réfugiés. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bioclimatisme, vous vous souvenez ? Ventilation naturelle, vous vous souvenez ? Comment fait-on dans un bâtiment comme celui-ci, comme celui-là, qui a les mêmes façades sur les quatre côtés, qui est un plot de 30 mètres par 30 mètres, plein, avec au centre les escaliers, les ascenseurs et les sanitaires. Comment est-ce qu'on fait pour amener du bioclimatisme ? Eh bien, on vide le centre. Et donc, on a vidé au centre, on a fait un creux de 10 mètres par 10 mètres qui nous donne un puits qui va jusqu'au sol, qui va jusqu'à la pleine terre. Et en ventilation naturelle, ça s'appuie comment ? Ça s'appelle un puits dépressionnaire. Donc, simplement, en faisant en sorte que, vous vous souvenez de l'histoire, la lumière, la chaleur, l'air, tout ça, ça passe par les fenêtres. Ben voilà, ça passe par les fenêtres. Et il y a des mécaniques modernes, des mécaniques naturelles, comme le puits dépressionnaire, qui fait passer tout ça simplement de l'intérieur à l'extérieur. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail sur le réemploi. Mais en tout cas, on va déconstruire le bâtiment, on va découper des dalles. Les dalles qui sont là, on va les découper parce qu'on en a besoin. On a besoin de découper ça pour gagner des hauteurs qui sont des hauteurs de médiathèque. Et les dalles qui étaient à l'intérieur, vous voyez, elles sont posées au sol devant. C'est-à-dire que les dalles qui étaient là, c'est ce qui fait le dallage de l'ensemble de la place qui est à cet endroit-là. La médiathèque est ici, la maison des réfugiés est là. Ici, il y a des espaces partagés, des espaces de réunion. Ah, excusez-moi, c'est le bioclimatique qui a la tête un tout petit peu tournée. Mais donc, vous comprenez, on a fait un trou ici, on a gagné la pleine terre, et l'air et la lumière passent comme elles veulent au travers de ce anneau, de cet anneau carré qui ne fait plus que 10 mètres de largeur. Pardon. Et voilà ce que ça donne. Le béton est déjà là, on l'a gardé. Et puis on réalise qu'il est beau en tant que béton. Donc on ne va pas le cacher. On n'a rien peint. Non, enfin si, j'ai juste demandé de peindre un petit trait blanc. Où est-ce que je suis là ? J'ai juste demandé de peindre un petit trait blanc ici, là, pour montrer qu'on a de l'attention aussi pour les joints, quoi. Donc on garde le béton partout, on installe des isolants phoniques en laine et en boîte de cellulose, on garde le béton apparent, ce qui nous donne l'inertie à l'intérieur, on isole par l'extérieur, et toutes les baies qu'on a ouvertes, on les a remplies avec des ensembles menuisés. Des ensembles menuisés qui changent toujours en fonction des lieux où ils se trouvent. Mais il y a toujours, comme chez vous, il y a les petites fenêtres de ventilation latérale, les ventilations du confort nocturne, mais aussi du confort dans la journée. Et donc voilà, ça, on est au rez-de-chaussée. Et aussi à l'étage, j'imagine que Louis Kahn, vous connaissez un peu, on vous en a parlé, ouais, Louis Isidore, et la bibliothèque d'Exeter, par exemple, et les petites alcôves pour aller lire contre les fenêtres. Donc ici, on a à certains endroits où on ne met pas on ne met pas de chauffage ou autre, on a des espaces pour venir lire. Et donc quand il fait trop chaud ou que vous transpirez un peu, vous pouvez ouvrir ce petit ouvrant-là et vous avez de la fraîcheur qui vous arrive dans le dos. Voilà ce que ça donne. Le béton est partout, tel quel. On n'a rien caché. On a laissé toutes
tous les espaces de découpe. Et donc ça donne ça. Ça donne ça parce que entre la partie médiathèque et la partie maison des réfugiés, on a fait un lien. Et ce lien associe les deux parties, mais il associe ce bâtiment à son quartier. En fait, ce lien, donc vous avez compris, le béton est là, nous on n'ajoute pas de béton, tout ce qu'on ajoute est biosourcé, géosourcé et de réemploi. Et donc cette partie-là est entièrement en bois et en terre coulée. Et cette partie-là, elle lève la main comme ça. Quand on arrive place des Fêtes, ce bâtiment qui appartient à la logique de la place des Fêtes, mais qui n'est pas au bord de la place des Fêtes, apparaît à la sortie du métro parce que le seul volume courbe de tout ce grand espace où il n'y a que des bars, c'est notre mantille qui protège cet espace de lien. Donc voilà ce que donne ce lien. Donc c'est une mantille qui vient protéger une façade sud, qui est une façade très vitrée, sur un espace qui est un espace de circulation non chauffé, celui-ci. Donc ça, c'est l'espace pour les enfants, ici. Donc cet espace-ci, derrière, est non chauffé. Et dans cet espace-là, on a réalisé des murs en terre coulée, ce qui est une première, c'est la terre coulée non stabilisée. Ici, vous avez le visage et l'accompagnement de Nicolas Missner, qui était l'architecte avec nous. Un jeune architecte qui avait qu'une seule envie, c'était de faire de la terre coulée, qui l'a fait avec nous et qui nous a quittés peu de temps après. Donc il est toujours avec nous ici et avec la maquette de ce montage. Donc comment est-ce qu'on fait de la terre coulée ? Pas d'armature en métal, pas de ciment Portland, mais on utilise toutes les techniques du béton armé. L'idée, c'est qu'on va arrêter de couler du béton armé. Vous vous souvenez, 1 tonne de béton armé, 1 tonne de CO2. On arrête de couler du béton armé, mais on ne se passe pas du savoir-faire des gens qui utilisent si bien les banches. Bon, il faut quand même se souvenir que les banches ont été inventées par les piseurs au XVIIIe siècle. Et que c'est les bétonneurs qui ont repris cette technique des piseurs à l'heure actuelle. Donc voilà, comment on fait ? Eh bien, on fait une ossature en bois. On mélange à la toupie, comme on fait aussi pour le béton. On coule comme on coule, voilà. On vivre comme on vivre pour le béton armé. On décoffre, on fait sécher, on apporte. Ce sont des éléments qui sont consubstantiels de la structure en bois, qui servent au contreventement de la structure en bois. Et la structure en bois ici, c'est y compris l'ascenseur et l'escalier, enfin bref, tout, quoi. Et ça donne ça à la fin. Une lumière, une présence très forte à la fois du bois, du béton ancien et de la terre coulée. 20% de l'énergie est produite, de l'énergie utile à l'électricité est produite en toiture. Et le résultat, c'est ça, avec un paysage qui trouve sa place, parce qu'il y a des jardins partagés, qui sont partagés entre la maison des réfugiés et la médiathèque, qui servent aussi à l'accueil et à la pédagogie, et une toiture qui est une toiture où la biodiversité a trouvé sa place. Et on va s'arrêter sur la biodiversité. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est difficile de s'arrêter. Merci Philippe pour cette conférence. Du coup, on a un peu été pris par le temps, mais si vous avez quelques questions, on va vous faire passer un micro pour échanger un peu. Check. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à votre mise en place du pisé, et puis parce que vous avez dit là, donc dans cet ouvrage-là, que vous avez fait de la terre coulée sans ajout de ciment. Et c'était la même chose dans le pisé, vous n'avez pas mis de ciment, même si c'est maintenant ce qui est un peu préconisé par les bureaux d'études et globalement un peu tout le monde. En fait, quand vous travaillez avec Amaco, par exemple, puisque je ne sais pas si vous connaissez cette association qui s'appelle Amaco. Regardez sur Internet. Et en fait, Amaco, qui est une association qui faisait beaucoup de conseils sur la terre, a été pour la première fois maître d'œuvre avec nous sur ce projet-là. Et avec Amaco, le travail que l'on fait, c'est sans adjuvant, sans ciment, bien sûr, et sans chaud. Et donc, ça finit par faire de très jolis petits détails, mais voilà, ça finit par faire des très jolis petits détails comme ça, là.
pour éviter que ça rebondisse. Ça finit par faire ces débords-là. Et vous connaissez bien l'histoire. Un mur en terre a besoin de belles bottes et d'un bon chapeau. Enfin, c'est des trucs de base, donc il faut le faire. Et après, on joue sur des détails comme par exemple la gouttière dite à la havraise. En fait, dès qu'on travaille sur des toitures, on retrouve la culture de la gouttière. La gouttière pendante, c'est la lyonnaise, c'est l'habituelle. Il y a la nantaise, qui est celle avec une gouttière retroussée. Et si vous avez de l'ardoise avant la gouttière, vous avez de l'ardoise après la gouttière. Et la gouttière à la havraise, qui est celle-ci, qui est la plus belle. La tuile ou l'ardoise s'arrête à la gouttière. La gouttière arrive retroussée, et ce qui est en dessous est de la même matière que la gouttière, ce qui nous permet d'arriver à des bords incroyablement fins, comme ça. Et des bords qui protègent le... Mais vous voyez, pour faire ce projet-là, on n'a trouvé aucune entreprise dans le Bordelais. Il y en a une seule qui était capable de le faire, elle n'a pas voulu y répondre. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, elle n'a pas voulu. Du coup, on a dû chercher un entrepreneur. On en a trouvé un près de Grenoble, évidemment. Il s'appelle M. Murari. Merci, M. Murari. Et en fait, quand il a traversé la France de Grenoble à Bordeaux, il a récupéré tous les piseurs qu'il pouvait récupérer en chemin. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur le chantier avec des piseurs, mais hors pair, les meilleurs qu'on pouvait avoir, et étaient présents tous ensemble là. Et donc voilà, ce mur est impeccable. Il est très beau, enfin. C'est pas parce que je l'ai fait, mais c'est parce qu'eux ont su le faire. Et alors, juste, puisqu'on parle de ça, vous voyez, c'est ces petites lignes-là. Donc, on voulait des lignes un peu sales, enfin, un peu plus artistiques que des lignes droites de Rotring ou d'autres. Hein. Et donc, la première chose, il nous fait une ligne parfaitement droite. Il vient nous la montrer, fier. Quoi. Et on lui dit, non, mais on aimerait bien que ce soit un peu plus flou. Donc, il nous en fait une autre, une sinusoïde, quoi. On dit non, c'est pas une sinusoïde qu'on veut, on aimerait bien que ce soit... Donc il nous en a fait 4 avant d'arriver à ça. Et une fois qu'il est arrivé à ça, et ben voilà, il a été capable de faire ce petit truc magique, là, qui est la recette qu'il a faite pour ses compagnons, sur combien de lits pisés, combien de lits rouges, combien de lits qui ne sont pas rouges, etc. etc., etc. Et voilà. Non, dernière petite chose, parce que... Bon, moi j'ai écrit beaucoup et j'aime les mots. J'aime l'écriture. Et du coup, derrière chaque mot, il y a du sens. La poutre fêtière, vous savez ce que c'est. Hein, c'est la poutre qui est au fêtage. La poutre sablière, vous savez ce que c'est. C'est la poutre qui est posée sur un mur. Aujourd'hui, les poutres sablières sont en général posées sur un sommet de mur qui est en béton ou autre. Et ici... pas de béton chez nous, donc pas de question de poser sur ce mur, de piser un lit de béton. Quoi. Et donc j'arrive un jour et je vois au sommet de ce mur un lit de sable et dessous une poutre posée parfaitement à plat. Parce que le lit de sable faisait une horizontale parfaite. Et donc la poutre qui est posée sur le sable s'appelle la poutre sablière. Quoi. J'étais heureux, hein. Mais vraiment, enfin, c'est... C'est allumé ? Bonsoir. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que cette architecture frugale coûte plus cher que l'architecture plus actuelle ? Et à quel point elle est applicable sur les espaces publics, etc. En fait, c'est une posture. Il n'y a pas une architecture frugale, il y a une manière de faire qui est frugale. Enfin, c'est une éthique dans la manière de le faire. Bon, c'est une question qu'on nous pose toujours, et merci de l'avoir posée. Combien ça coûte votre histoire ? On est en train d'écrire un livre sur l'architecture, l'économie de la frugalité, pour ça. On a lancé cette pétition pour baisser la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi, parce qu'il y a encore des matériaux qui ne sont pas vertueux, qui coûtent moins cher que les matériaux vertueux. Et ça, c'est insupportable. Vous ne pouvez pas avoir moins cher qu'un mur de parpaing isolé à l'intérieur par du polystyrène et avec à l'extérieur un enduit plastique et une menuiserie en PVC. Mais tout ça, ça n'est que du pétrole. Ça n'est que du pétrole. Donc on ne peut pas faire ça. On doit faire des choix. Et les choix, ce n'est pas matériau à matériau.
je vais vous donner un contre-exemple et après, je vais vous dire l'essentiel. Aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup d'endroits, mais ça dépend des secteurs en France, la laine de bois coûte moins cher que la laine de roche. La laine de roche, c'est issu de la pétrochimie. La laine de bois, non. Donc, il y a des changements qui s'opèrent comme ça. Et puis, depuis plus de 4 ans, la fabrication du coût de l'énergie fossile est plus chère que le coût de l'énergie renouvelable. Donc, ça change. En ce qui concerne l'architecture, on ne peut pas s'en tenir à la comparaison de matériau à matériau. L'enjeu, c'est le projet. Vous ne dessinez pas une maison non éco-responsable comme une maison éco-responsable. Voilà, c'est la base. La question du mouvement de l'air fait que vous ne dessinez pas les mêmes espaces. Donc, on ne peut comparer que projet à projet. Une fois qu'on a dit ça, nous, quand on gagne un concours, on respecte le budget de nos maîtres d'ouvrage. On fait des choix. Par exemple. Et c'est un vrai conseil, ça. Enfin, le reste, c'était aussi un peu sympathique, mais aujourd'hui, il faut investir sur le clos et le couvert, sur la boîte. Il faut mettre de l'argent sur la boîte pour s'assurer qu'elle va tenir dans les décennies à venir. Voilà. Donc, on investit sur le clos et le couvert. Je ne vais pas vous dire que le second œuvre, on peut s'en foutre. En même temps, le second œuvre, ça bouge tellement, ça dépend des gens, ça dépend des goûts, ça dépend des modes. C'est pas pour rien que je n'ai pas peint à l'intérieur de la médiathèque James Baldwin. C'est évidemment parce que je respectais la matière béton qui avait été faite à cette époque-là, mais aussi parce que j'ai fait des économies avec tout ça. Donc voilà, mon conseil, c'est vous avez de l'argent, respectez cet argent-là, mettez-le à un endroit qui a du sens pour l'avenir. Et ce qui a du sens pour l'avenir, on peut reprendre les propos d'Olivier Hamon sur c'est la robustesse d'une architecture qui doit tenir son temps, qui doit passer son temps. Cela étant dit, la beauté, l'usage et la solidité, c'est Vitruve. Donc ces vertus-là de l'architecture, elles marchent encore et il faut encore les garder. Donc voilà, ça ne coûte pas plus cher. Ça ne coûte pas plus cher. Il faut avoir une intelligence d'utilisation de l'argent de façon stratégique. Et on peut l'utiliser pour tout. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment très, très inspirant. J'avais une question plutôt d'actualité. On a vu, il n'y a pas si longtemps, passer une pétition pour une loi, pour la loi sur l'architecture de 77, pour faire en sorte que la réhabilitation rentre à l'intérieur. Je voulais savoir, vous, votre positionnement par rapport à ça et qu'est-ce que ça pourrait vraiment changer, en fait. C'est un peu que renforcer le propos que nous sommes si nombreux à porter aujourd'hui qu'il faut arrêter de détruire. Qu'il faut arrêter de détruire simplement parce que ça arrange certains. La frugalité le dit depuis 2017, la House Europe le dit depuis 2022, que le Conseil de l'Ordre et l'UNSFA poussent pour que ça entre dans la loi sur l'architecture, très bien. Très bien. Les deux projets importants que je vous ai montrés à la fin sont des réhabilitations. Le chai a été fabriqué et le cul est dans un hôtel. Je n'ai pas dessiné les façades postmodernes de cet hôtel. Donc ça n'empêche pas de faire de l'architecture de réhabilité. Moi, je pense même que c'est l'inverse. Mais je vous l'ai dit d'une certaine façon tout à l'heure. L'architecture, ça n'est pas la construction. L'architecture, c'est la fabrication, c'est la conception d'un espace sensé. Et donc, quand vous faites de la réhabilitation, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites que de travailler sur la qualité de l'espace. La question de la forme est mise à part. Elle n'est pas principale. Elle est évidemment là, bien sûr, il faut que ce soit beau. Mais l'enjeu, c'est l'espace. Et donc la réhabilitation, pour moi, c'est presque un archétype du projet architectural. Je me demandais comment vous gériez les fondations. Est-ce que vous arrivez à les faire sans béton ou pas ? Non, c'est une vraie question. Je n'ai jamais eu encore la possibilité de faire des fondations en bois. J'ai fait des bâtiments sans aucun gramme de béton, avec des fondations en pieux vissés.
dans des espaces dunaires. Mais le béton, je l'utilise encore pour certaines fondations, et notamment ici, où on était dans des situations de nappe phréatique très haute. Mais je fais aussi des choix pour ne pas avoir besoin de couler du béton. C'est-à-dire que quand j'ai rejeté le fait de creuser et de mettre le cuvier en sous-sol, c'est parce que je ne voulais pas couler du béton dans la nappe phréatique. Oui, c'est nous, on est, enfin, je dis on parce que c'est le mouvement qui est derrière tout ça aussi. Vous connaissez le high-tech, vous connaissez le low-tech. Hein. L'opposition high-tech, low-tech, c'est une opposition moderniste. Hein. C'est une opposition qui naît dans les années 80 de l'apparition du postmodernisme. Enfin, c'est vraiment, tout ça est très conjoncturel. C'est un vrai héritage des modernes. Et en fait, nous avons une préférence pour ce qu'on appelle... Bon, bien sûr, j'ai une préférence pour le low-tech que pour le high-tech. Vous avez compris ça, je n'ai pas besoin de vous le redire. Mais nous, on aime beaucoup la notion de the right tech. La technique juste, right tech. Et en fait, la technique juste, c'est trouver la bonne matière et la bonne technique pour répondre à la bonne question qui est posée dans la bonne quantité et dans l'économie locale. Voilà. Et notre travail, c'est celui-là. Donc, si on a besoin de béton, on va prendre du béton. Mais il y a tellement d'autres manières de faire qu'avec le béton qu'on ne l'utilise que quand on en a vraiment besoin. Donc voilà, je pense qu'il y a une sagesse à aimer de right tech. Justesse en tout cas. Mais... Merci. S'il n'y a pas d'autres questions... Il y avait une autre question. Bonsoir, merci déjà du partage de votre travail. Moi j'avais une question, surtout savoir si vous receviez souvent de la réticence de la part des maîtres d'ouvrage pour qui vous travaillez au début des opérations et comment vous arrivez à gérer ça dans les premières phases du projet. Bon, les choses ont évolué depuis, mais quand j'ai commencé, mon atelier c'était 2 à 3 personnes. Et on faisait déjà une architecture écologique, mais on ne le disait pas. On ne le revendiquait pas, mais on faisait notre travail, et puis les maîtres d'ouvrage étaient contents à la fin. Et c'est bon, quoi. On a le droit de ne pas dire si on contente. Aujourd'hui, les choses ont changé. Hein, la nécessité de convaincre, en tout cas la nécessité de partager une ambition indispensable, quoi, demande qu'il y ait des retours très forts. Ça a aussi changé parce que aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir parce qu'ils savent qui nous sommes. Donc ça, c'est un peu plus facile. Hein, le concours pour la médiathèque James Baldwin, les 3 autres architectes qui étaient contre nous, ils étaient tous des signataires de la frugalité heureuse et créative. La ville de Paris voulait un projet frugal. Et si c'était mes collègues et amis qui avaient gagné, j'aurais été un peu triste. Mais la frugalité aurait gagné. Pour Quentin Braun, le maître d'ouvrage est venu nous voir en disant « Je veux le chai le plus éco-responsable qui soit ». On l'a fait. Je viens de remettre un prix à Bijoy Jeanne de Studio Mumbai pour un chai qui est aussi éco-responsable que le nôtre. Mais, donc, les choses sont vraiment en train de changer, y compris dans la maîtrise d'œuvre privée. Pas tellement chez les promoteurs, mais il y en a quelques-uns. Mais en tout cas, dans une maîtrise d'œuvre privée éclairée, les demandes se font là. Je fais très peu de logements privés, parce que toute ma vie, c'est le logement social. Et les bailleurs sociaux sont capables d'entendre et de vouloir vraiment faire de l'innovation, parce qu'ils savent que ce type d'innovation a du sens sur la qualité de vie de leurs locataires. Et comme le bailleur social est aussi un propriétaire, il a aussi intérêt à faire en sorte que l'architecture qui est faite pour lui, soit facile à entretenir et qu'elle ne coûte pas cher. Ça. Donc voilà, il y a plusieurs raisons d'y arriver. Quand on fait des concours, bon déjà on choisit vraiment avec beaucoup d'attention les sujets sur lesquels on répond. Et je fabrique une équipe qui rassure. Vraiment, quoi. En fait, ce qui coûte le plus cher, je ne l'ai pas dit comme ça, tout ça, ce qui coûte le plus cher dans l'architecture éco-responsable et frugale, c'est la maîtrise d'œuvre. Parce que nous sommes nombreux. Parce que nous ne sommes que des spécialistes.
on est là pour l'énergie, on est là pour la biodiversité, on est là pour le bois, on est là pour la terre. Enfin, chaque fois, l'architecte, il n'est pas omniscient. Hein. Il est omniscient pour ses envies, quoi. Mais dans la réalité de la fabrication, il a besoin de grandes équipes. Donc, je fais des équipes qui rassurent. Parce que un des grands enjeux, et en urbanisme, c'est encore plus qu'en archi, comme on fait un projet, vous savez, enfin, on atteint progettare, hein, c'est jeter devant. Hein. Tout ce que l'on fait, hein, c'est que pour l'avenir. Mes mots sont pour l'avenir, vos dessins sont pour l'avenir, vos traits sont pour l'avenir. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive pour l'avenir, il y a une peur, il y a une crainte. Et donc, notre travail, c'est d'apaiser les peurs. Bonsoir. Petite question à propos de la peinture. Vous aviez dit qu'elle est à base de farine. Oui. Comment ça? En fait, c'est une peinture artisanale qui a été réalisée par une femme qui fait des couleurs près de Bordeaux. Mais si vous regardez la peinture de Fahlin, ça vous dit quelque chose? La peinture de Fahlin? La peinture de Fahlin, c'est une peinture qui vient du Danemark, je pense. Vous savez, les couleurs noires, rouges, vertes qu'il y a sur les maisons danoises, c'est ce qu'on appelle la peinture de Fahlin. Et donc, c'est composé d'eau, mais c'est de l'eau tiède qu'on utilise pour faire ça. On met de l'huile de lin, on rajoute de la farine et on rajoute un élément qui oxyde et qui donne la couleur. Aujourd'hui, ça coûte très cher d'avoir des oxydes qui viennent de la terre, ce que j'avais cherché. Hein, mais en fait, les oxydes ferreux... il y a une terre qui donne la couleur que je voulais. On ne l'extrait plus en France, on l'extrait qu'en Espagne. Donc on n'avait pas cherché ça en Espagne. Et donc ici, pour la couleur, on a choisi de l'oxyde ferreux. Et donc cette femme a touillé, je ne sais pas combien de pots pour nous, mais elle l'a fait et tout était très beau, quoi. Et en fait, cette peinture-là, vous l'appliquez sur un bois qui n'est pas scié, qui est juste scié, non raboté, excusez-moi, de telle manière qu'il y ait une vraie accroche de la peinture. Vous passez 2 fois, mais pas coup sur coup, avec du temps, et cette peinture, elle tient plus que 30 ans, quoi. Elle a une durée dans le temps. C'est pour ça que ces peintures-là sont présentes dans les pays scandinaves. Et cette peinture-là, vous ne pouvez pas l'appliquer sur du fermacelle, par exemple, sur des plaques intérieures, parce qu'en fait, elle n'accroche pas. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur, on n'a pas pris des peintures à la farine, mais des peintures à l'œuf. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, l'école va fermer, donc merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Et merci beaucoup à Philippe pour nous avoir accordé son temps. Bonne soirée.